Aujourd'hui, à l'heure du développement durable, on parle d'efficacité énergétique. Comment réduire notre empreinte environnementale tout en faisant des économies? On démystifie le tout avec Emmanuel Cosgrove, cofondateur et directeur d'Écohabitation, et l'ingénieur Étienne Saint-Cyr, gestionnaire de l'équipe Expertise énergétique à Hydro-Québec. On visite un domicile intelligent avec Antoine Cinq-Mars, chef propriétaire de produits ILO, et on termine notre parcours à l'ATU pour aller rencontrer Pablo Manérol et Sébastien Bélanger. J'ai lancé le défi à Emmanuel Cosgrove d'Écohabitation et Étienne Saint-Cyr d'Hydro-Québec de trouver les failles en matière énergétique dans un lieu qui m'est très cher, ma maison. Oui, mais on voit que c'est une maison typique des années 30-40. En effet. On en voit beaucoup dans les quartiers centraux de Montréal. Et oui, il y a des belles pièces d'origine, mais j'imagine que ça doit givrer en hiver. En effet. On a du vitrage simple ici, donc les gens sont souvent habitués à du vitrage double. La vitre ici, est-ce qu'on a les côtés en haut et les finitions? On souhaite garder évidemment le cachet, mais des travaux de réparation ou d'ajustement seraient nécessaires pour améliorer l'étanchéité et la qualité du fenestrage. Oui, ici on voit des fenêtres qui ont été changées. Exact. C'est toujours une excellente idée parce qu'on voit que oui, c'est un bâtiment en briques par l'extérieur. Souvent, on pense que l'efficacité énergétique d'une maison va passer par l'isolation de ses murs, mais ici, ça serait extrêmement dispendieux de tenter d'isoler des petites parties de murs qui sont exposées au froid à l'extérieur. Donc, l'idéal, c'est de juste pas y toucher. Oui, changer les fenêtres, calfeutrer, faire de l'étanchéité et regarder du côté du système de chauffage qui compense la perte de chaleur par ce mur-ci. Exact. Quand on parle de fenêtre, on parle d'ouverture, on parlait de porte. L'avantage, c'est que c'est souvent facile à faire. Bien, facile dans un système où les ouvertures sont déjà là. Donc, on s'attaque, comme tu l'as dit, on évite de casser la brique, on la garde telle qu'elle et on s'attaque à bien calfeutrer le tour des fenêtres. C'est ça qui donne le plus de gros points. Et on le rappelle, là, refaire de l'isolation sur quelque chose qui est déjà fini, comme on voit ici, sur les murs, c'est très coûteux. Alors, on le fait quand on a l'occasion que les murs soient ouverts, mais quand les murs ne sont pas ouverts comme ici, on n'y touche pas et on s'attaque seulement aux fenêtres comme ça a déjà été fait. Bon, bien, là, on est rendu dans la cuisine, la pièce la plus populaire de la maison dans plusieurs places. Et on a derrière nous un radiateur à eau chaude. Donc, évidemment, ici, on est dans un logement chauffé à l'eau chaude. Et les radiateurs que plusieurs reconnaissent est un système très bon de chauffage. On a l'occasion de distribution et d'une bonne chaleur. Et l'avantage ici, et il faut le préciser, c'est qu'on est dans un système central. Oui, c'est un système qu'on appelle radiant. Exact. Et c'est sûr que c'est le plus confortable des systèmes de distribution, plus que le décentralisé comme les plaintes ou même l'air pulsé, parce que ça ne fait pas de bruit non plus. Emmanuel, on est rendu au sol, devant la chaudière. Oui, ça a l'air que c'est ce qui chauffe les 2 étages, le duplex au complet. Et c'est un système au gaz d'un certain âge. Exact. Et on voit que ça chauffe de l'eau qui circule dans les calorifères de fonte en haut. Exact. On a un système donc au gaz naturel, il n'y a aucune électricité ici. La seule électricité qui est utilisée, c'est la petite quantité pour faire rouler les pompes qui, elles, font circuler l'eau qu'on vient de parler dans les différents réseaux. Et on a un petit avantage quand même, les 2 réseaux, donc les 2 étages sont séparés et on a donc un contrôle de température pour chacun des 2 étages. Alors au moins, il y a ça comme avantage, on n'a pas un système entièrement centralisé, mais un système quand même à 2 systèmes. C'est certain qu'une maison qui a une entrée de gaz,
doit payer 2 factures séparées et 2 frais d'abonnement. Exact. Tandis que les maisons à l'électricité seulement ont seulement un frais d'abonnement à payer aux 2 mois. Et là, il y a une opportunité ici. Il y a plusieurs. Là, on a fait une liste quand même longue de changements qui pourraient se faire. La chaudière peut faire l'objet d'abord d'une modernisation, encore une chaudière au gaz naturel plus efficace, mais encore une fois, on reste dans le même système, on fait juste améliorer l'efficacité du système, ce qui est possible. Une deuxième option, c'est la biénergie où on vient greffer un système électrique au système existant. Donc, on va prendre un petit, en passant, là, pour la taille d'une chaudière électrique qui serait compatible à celle-là serait à peu près la taille d'un micro-ondes. Okay? Donc, ce n'est pas très gros. Oui, la biénergie, c'est une excellente option parce qu'on peut couper de 70 l'utilisation du gaz. Ce qui veut dire qu'on coupe de 70 aussi l'émission des gaz à effet de serre. Parce que le gaz naturel est loin d'être si naturel, c'est très polluant. Oui. Donc, on souhaite minimiser son utilisation au maximum. Il y aurait toujours la possibilité de tout convertir ça entièrement à l'électricité, mais il faut rappeler aux gens que ça va quand même avoir des impacts importants sur leur consommation électrique. Et à ce moment-là, il faut faire attention de faire bien les calculs. Alors effectivement, la biénergie, comme tu le dis, pour 10 ou X autres années, ça se permet d'être une période de transition intéressante pour peut-être ensuite amener un système qui va être plus sage sur les appels de puissance et être en mesure de mieux gérer le tout. Un appel de puissance, qu'est-ce que c'est? Pour répondre à la question et pour nous parler du programme ILO, je rencontre Antoine Cinq-Mars d'Hydro-Québec. Gestion de la puissance, en fait, c'est vraiment quand il y a beaucoup de congestion au niveau de la demande électrique. OK. On peut faire un parallèle, exemple, avec le trafic sur un pont le matin dans les grandes villes. Tout le monde veut aller au même endroit au même moment, ça crée de la congestion. On a le même principe sur le réseau électrique. Beaucoup de gens qui veulent chauffer, utiliser leur appareil pour leur confort, charger leur véhicule électrique, par exemple, bien tout ça vient créer une congestion. Donc, le réseau électrique doit avoir une production qui est toujours égale à la demande. Et puis, justement, quand la demande elle est très élevée, bien, ça implique une production très élevée également. Et donc là, avec ILO, il y a une possibilité d'égaliser, de répartir. Comment ça fonctionne? Tout à fait. Fait qu'on peut imaginer ça à une courbe. On l'a vu dernièrement. Aplanir la courbe, c'est des concepts qu'on a un peu été habitués tout le monde, malheureusement. Donc, justement, ILO agit en termes un peu comme un orchestrateur qui va venir automatiser et déplacer certaines charges dans le temps de façon à diminuer justement cette pointe-là qui est les grandes pointes de puissance qu'on a dans les temps froids au Québec. Et concrètement, comment ça se traduit, ça? Parce qu'on s'entend, c'est un système intelligent, on le comprend, mais comment il fait? Bien, c'est une super bonne question. Ça se passe vraiment au niveau informatique. C'est du développement logiciel. On appelle ça une centrale virtuelle. Donc, c'est un peu l'équivalent d'un barrage électrique au niveau de sa production, mais ça se fait vraiment de façon invisible pour l'utilisateur, finalement. On informe l'utilisateur comme quoi qu'il y aura un défi. Donc, on utilise le concept de défi chez ILO pour avertir justement l'arrivée d'une pointe qui aura lieu le lendemain. Et puis, l'utilisateur, en fait, n'a pratiquement rien à faire. Et puis, tout est traité en arrière-plan où on va venir jouer un peu sur les consignes de thermostat, déplacer une charge au niveau d'une borne de recharge ou même interrompre un chauffe-eau, par exemple. OK. Et sinon, dans ILO, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme installation dans un domicile? Ici, on est dans un domicile intelligent, on pourrait l'appeler comme ça parce que justement, ILO est installé ici sous diverses formes. Bien, il y a plusieurs choses. On peut parler des thermostats de plainte, on a parlé déjà du chauffe-eau, une borne de recharge, mais également des appareils d'éclairage, gradateurs, interrupteurs muraux ou tout simplement des interrupteurs qu'on peut mettre au niveau de prises électriques. Alors ici, on a notre thermostat de plancher chauffant, de plus en plus populaire dans les domiciles qu'on trouve partout au Québec. On les retrouve souvent dans les salles de bain, dans les cuisines, dans les portiques, comme ici. Pareil, produit contrôlable à distance et même paramétrable directement au niveau de l'application. Alors, comme tu peux voir ici, on a notre thermostat de plainte qui peut se contrôler directement à partir de l'application, changer les consignes jusqu'à notre confort souhaité. On peut même y voir la puissance qui est consommée actuellement avec le thermostat.
Donc là, c'est vraiment dans la prise, parce que moi, je me souviens d'une époque où il y avait une espèce de roulette minuterie là, qu'on pouvait mettre sur nos prises de courant. Ouais. Ça ressemble un petit peu à ça, mais de manière plus technologique. Exactement. C'est une petite prise qui vient s'insérer dans une prise de courant normale. Donc, ça offre la possibilité aussi des clients de pouvoir la déplacer et l'utiliser de la manière qu'ils souhaitent. Donc, au niveau de la gestion des plaintes électriques avec un thermostat intelligent comme ça a été une des premières technologies qu'on a vu entrer dans nos maisons. Pourquoi vous avez commencé par ça? On parle d'environ 80 justement des maisons qui sont chauffées par ce type de chauffage-là. Fait que justement, pour pouvoir atteindre le plus grand nombre de gens rapidement, on s'est attaqué à ça. On a commencé avec ça. On veut démocratiser notre offre. Alors, on ouvre notre écosystème avec également des bornes de recharge intelligentes. Là, on parle de bornes de recharge pour les véhicules électriques. Absolument, exactement. Bornes de recharge pour véhicules électriques. Alors, on va déjà commencer à ouvrir cet écosystème-là. Le chauffe-eau également, qui est un grand consommateur énergétique également. Lui, c'est tout au long de l'année, c'est pas juste attribuable à l'hiver. Et puis, éventuellement, bien, toutes les autres sources de chauffage peuvent être intéressantes aussi dans cet écosystème-là. Alors, au fur et à mesure que ILO va évoluer, on va chercher justement à étendre cette couverture-là pour tout type de chauffage. Mais il y a aussi les chauffe-eau. Ouais. Je pense qu'ils peuvent aider avec les points. On se dirige vers notre chauffe-eau, justement. Ici, on a la chance d'avoir un EcoPeak. Qu'est-ce qu'un EcoPeak? C'est un chauffe-eau qui n'a pas juste 2 éléments, mais qui en a 3. Donc, on voit ici, il y a une 3e petite boîte en plein milieu du chauffe-eau. Et grosso modo, ce que ça fait, c'est que ça permet de justement gérer la pointe du chauffe-eau quand on prend notre douche. Plutôt que d'allumer l'élément le plus puissant d'un seul coup, quand on veut reprendre un peu l'eau froide et la réchauffer, bien, ce chauffe-eau-là permet justement de réduire l'appel de puissance en limitant l'appel de l'élément du bas où rentre l'eau froide. Donc, essentiellement, on a l'opportunité d'étaler dans le temps l'appel de puissance du chauffe-eau. On comprend que c'est un bon choix sociétal, Ouais. mais ça ne devrait pas avoir trop d'impact sur ta facture d'électricité. Exact. C'est vraiment un impact social. Et optimalement, dans les nouvelles options tarifaires, il y a aussi des options qui vont amener des nouveaux chauffe-eau. Donc, il faut que les clients soient... Il y a des nouvelles options qui vont être aussi disponibles dans le marché pour voir et s'attaquer à l'opportunité que les chauffe-eau donnent pour changer l'appel de puissance du chauffe-eau et étaler encore une fois son chauffage pendant la journée. Oui, on pense peut-être à des chauffe-eau interruptibles Exact. de ILO, par exemple. Exactement. Puis ça peut être ILO, ça peut être toute autre stratégie, en autant que le chauffe-eau soit compatible à une interruption. Alors, les opportunités sont grandes dans ce coin-là. Et puis, est-ce que ça peut être adapté à n'importe quel genre de domicile, que ce soit maison, appartement? Est-ce qu'il faut que ce soit nécessairement un endroit qui vient d'être construit, qui est plus récent, ou ça peut être vraiment installé partout? Partout. Notre solution offre une solution clé en main, en fait, avec une installation, avec un électricien certifié. Que vous soyez en condo, en maison, on veut offrir la solution au plus grand nombre de gens possible. Pour être admissible à la solution ILO, il faut être sur le tarif D d'Hydro-Québec, mais outre cela, vraiment, on cherche à être admissible pour tout type de domicile. Et puis, avec ce concept-là, c'est sûr que là, on est toujours en recherche d'amélioration au niveau de l'efficacité énergétique, en termes de développement durable, pour la transition écologique, etc. C'est un gros morceau quand même. Est-ce qu'il y a une vision avec ILO qui va amener encore plus loin? Tout à fait. Bien, il n'y a pas de petite optimisation au niveau de l'efficacité énergétique. On le sait, c'est la combinaison de plein de petits gestes. Juste avec un thermostat justement plus moderne, un thermostat intelligent comme ça, on peut déjà directement attribuer peut-être 10 à 15 d'efficacité énergétique au niveau de la chauffe par rapport à des plus vieilles installations. Mais également, l'écosystème va aider à prendre un ensemble de petits gestes qui peuvent aider au niveau de l'efficacité énergétique. On peut parler de recul nocturne, par exemple, de pouvoir contrôler son domicile à distance, de conseils personnalisés aussi qui peuvent être donnés à l'utilisateur pour justement
l'encourager dans des bons gestes qui sont bons pour l'économie, pour l'environnement et pour son portefeuille. Il y a également un aspect très ludique puis très intéressant au point de vue du confort avec une maison intelligente. Vu qu'on peut contrôler la solution à partir d'une application mobile, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place. Exemple, de mon côté, je fais des programmations pour m'assurer qu'au réveil, que soit il y a un certain éclairage qui soit mis en place, une augmentation des consignes de température pour le confort. Je planifie ça aussi en avance en vue de ma journée des fois de télétravail où je vais aller chauffer ma pièce de travail où je vais travailler et puis je vais rebaisser les consignes pour le reste de ma maison pour ne pas consommer inutilement puisque j'en ai pas besoin à ce moment-là. Alors, Étienne, Emmanuel, je vous avais mandaté pour faire une analyse de mon habitation. Je me suis prêtée au jeu. C'est quoi le bilan? Qu'est-ce qui est ressorti principalement? Bien, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même déjà des fenêtres neuves. Donc, oui. On a souligné l'importance de faire attention à nos fenêtres. Donc, chez toi, c'est déjà fait, tant mieux. On a quand même pris soin de regarder la porte avant. Tu avais mentionné d'ailleurs qu'il y avait du givre et l'hiver. Oui. Donc, c'est quelque chose à regarder, à bien s'assurer qu'on peut peut-être améliorer l'isolation de l'espace avant. On a fait évidemment le tour du système de chauffage. C'est un système hydronique, donc c'est le bon terme, et donc c'est de la circulation d'eau chaude. C'est commun et c'est très performant pour distribuer la chaleur et c'est central. Donc, on a une seule source de contrôle qui est le thermostat. Et à part ça, on est dans une maison un peu plus vieille que la moyenne. Il faut en profiter et bien la vivre. Mais au-delà de ça, ça résume bien. D'isolation du sous-sol oui. qui pourrait grandement diminuer l'inconfort des petits pieds, même au rez-de-chaussée, parce que le sous-sol peut être une source d'inconfort pendant les grands froids. Oui. Mais finalement, il y a une autre solution qui serait probablement la plus rentable en termes d'investissement. Ça serait une thermopompe murale. OK. Les choses qui sont sur le mur, qui ne nécessitent pas de soufflerie d'air chaud ou froid. C'est simplement une unité avec une autre petite unité dehors qui fait très peu de bruit dans le cas des nouveaux appareils qui sont présentement subventionnés au Québec. En plus, exact. Subventionné au Québec. Et donc ça fait chauffage et climatisation. C'est ça? Ça fait les deux? C'est ça. On pense tout le temps, c'est un climatiseur, oui. mais non. Il y a un petit soleil, on clique et ça fait du chauffage extrêmement abordable parce que c'est beaucoup plus performant qu'une plainte électrique, par exemple. Ou que le gaz naturel. Ou que le gaz naturel. Donc, ça serait comme un appoint qui serait idéal pour compléter le système de chauffage actuel. Par exemple, le gaz naturel installé présentement a à peu près une efficacité de 80 %. Quand on parle d'une thermopompe, climat froid, on parle d'à peu près 300 %. Oh. C'est tout un écart, là. C'est 320 % mieux. Exactement. Et c'est de l'électricité propre. Et je tiens aussi peut-être à ajouter que c'est bon pour à peu près tout le monde en logement. Okay? Donc, l'unité murale qu'on parle de thermopompe, qu'on ait des plaintes électriques, qu'on ait un système comme celui-ci ou même plein d'autres systèmes, ça vaut la peine de regarder cette mesure-là. Oui, que ce soit une maison sur un niveau, une maison sur deux niveaux, il y a des solutions de thermopompe comme celle-là qui ne nécessitent pas d'installer des conduits d'air et qui permettent de faire des économies quand même importantes en énergie. Et en confort également pour la climatisation qui est peu bruyante par rapport, par exemple, au système qu'on a dans les fenêtres, qui sont souvent... Bruyant pour nous, pour les voisins aussi. Bruyant pour nous, les voisins, et qui offrent peut-être pas non plus un ventilateur qui donne aussi une aussi grande distribution. Donc, voilà. Les petits détails, changer le vitrage simple, tes pommeaux de douche, tes aérateurs, du calfeutrant pour des endroits où tu sens l'air froid rentrer l'hiver, ça c'est la base. Tout le monde doit commencer par là, mais dans le cas précis ici, et bizarrement dans la grande majorité des cas, la thermopompe murale est une solution universellement applicable. Exact. Bon, bien ça, c'est des outils précieux avec vos recommandations, évidemment, messieurs, pour une meilleure efficacité énergétique. Envie de faire votre part?
L'outil d'analyse de performance énergétique sur le site d'Hydro-Québec permet de voir le détail de sa consommation, de se comparer avec d'autres et nous permet du même coup de saisir les opportunités d'amélioration. Une belle manière d'avoir un impact positif sur l'environnement. Quelle est la mission de l'ATEU puis comment ça s'est transformé dans les débuts? Alors l'ATEU a une mission à 3 volets. On résume ça, le cirque, la Terre, l'humain. Donc c'est le seul diffuseur spécialisé en cirque contemporain d'Amérique du Nord. Donc tout un mandat de développement de la discipline, soutien aux artistes, la diffusion de spectacles, puis le lien avec le public. On a un volet plus communautaire lié au quartier Saint-Michel, dans lequel je ne vais pas rentrer ici, mais on fait de l'employabilité locale pour les jeunes, tout ça. Mais surtout le volet Terre qui nous intéresse. En fait, quand la construction des bâtiments a commencé, la ville était rentrée dans le processus de transformer le territoire qui est immédiatement à côté de l'ATEU, qui était l'ancienne carrière Miron, avec les 2 cheminées, donc une très très grande carrière de calcaire, dans laquelle on a creusé pendant de 2 à 3 décennies. Et puis une fois que tout le calcaire a été creusé, qu'on avait un trou de 70 mètres de profondeur sur 2 km de long, on l'a rempli de déchets. Donc c'est devenu au fil du temps le plus gros dépotoir en milieu urbain au Canada, je pense, en tout cas au Québec. Mais suite à une mobilisation assez forte dans le quartier Saint-Michel, où il y a un tissu communautaire très très serré, la ville a décidé de cesser les activités d'enfouissement et de le transformer progressivement en parc nature. C'est vraiment tout un travail d'ingénierie qui dure depuis, je pense, 2 décennies, puis qui va se prolonger pour encore une décennie. On parle de canaliser les biogaz qui sont générés par la décomposition des déchets, tout ce qui est le lixivia, le jus de poubelle là, qui est au fond de ces couches de déchets-là. Donc il y a une récupération, un assainissement qui se fait. Et puis donc nous, on est en train de construire le bâtiment. La ville est venue nous voir en disant, en nous proposant de devenir le pavillon d'accueil, d'interprétation et d'animation de ce parc en devenir. Une mission qu'on a évidemment acceptée immédiatement. Et donc depuis ce temps-là, on fait également de l'interprétation par rapport au parc. C'est-à-dire qu'il y a toute une programmation en éducation relative à l'environnement pour des publics qui vont du scolaire, primaire jusqu'au cégep et le grand public. Donc c'est des visites à l'intérieur du bâtiment ici, ça peut être des visites de terrain dans le parc, été comme hiver, à pied, en ski de fond, en vélo, le jour, la nuit, des activités de démonstration d'oiseaux de proie, en lien avec les insectes, avec la flore, etc. Donc vraiment tout un volet éducatif et pédagogique par rapport à la transformation du parc. Et dans ce contexte-là, on était déjà pratiquement en train de creuser là, la terre pour au moins la première pelletée. Puis tous les plans ont été revus pour en faire un bâtiment vert, ce qui se faisait très peu à l'époque. Donc, on parle d'économie circulaire en énergie, de bioénergie. Ça, c'est avec Biomont que vous faites ce partenariat? Oui. En fait, les biogaz sont captés par des puits appartenant à la Ville de Montréal, sont acheminés chez Biomont. Eux les traitent, puis les utilisent pour faire fonctionner des génératrices, produire de l'électricité. Puis la chaleur dégagée par les moteurs des génératrices est récupérée. Puis nous, on utilise cette chaleur-là pour chauffer l'ATEU et le Cirque du Soleil aussi, qui exploite cette chaleur-là. Et ça fait référence aussi au plancher radiant. Il y a toutes sortes de variantes en fait, oui, de l'utilisation? Le chauffage est utilisé à plein d'escients, en fait. Fait que ça chauffe des planchers radiants, ça chauffe des serpentins de traitement d'air pour la ventilation générale du bâtiment. Puis ça chauffe aussi certains cabinets à l'entrée des portiques des portes pour le traitement de l'air pour couper le froid. Par la suite, Biomont avait un besoin de relâcher de la chaleur pour pouvoir tempérer leur moteur de génératrice. Donc, on a décidé de faire une entrée principale sur trottoir rouge pour l'entrée des artistes et du public. En fait, ce trottoir-là est chauffé en hiver, qui permet la fonte de neige. Puis en même temps, ça sert à Biomont, eux, pour libérer leur chaleur. Et est-ce qu'il y a d'autres particularités dans le bâtiment de l'ATEU en termes d'efficacité énergétique? Oui, on a plusieurs particularités. On a aussi le traitement de l'air frais qui se fait par des puits canadiens. Ça passe sous terre. Fait qu'en été, ça permet de tempérer l'air pour pouvoir l'utiliser par la suite. Ou en hiver, ça permet de la réchauffer en passant sous terre avec une température souterraine qui est plus constante que hors terre. Puis on a aussi plusieurs échangeurs de chaleur quand on évacue notre air, comme chaque toilette a un échangeur de chaleur pour évacuer l'air des toilettes, puis compenser avec l'air frais. Et puis on a aussi un réseau de récupération entre l'évacuation générale du bâtiment et un serpentin à l'entrée d'air frais qui vient traiter cet air une deuxième fois.
Donc, tout est récupéré. Là, c'est là où on parle Exactement. d'économie circulaire parce que ça revient et c'est réutilisé. Exactement. Et dans la salle de spectacle, je sais qu'il y a aussi certains atouts. En fait, le concept des ingénieurs au début, c'était de pouvoir être capable de ventiler ça de manière naturelle aussi, par mouvement de convection naturel, puis l'effet de cheminée, en fait. Fait que l'air chaud produit par le public au sol est dégagé, puis monte vers le haut, puis sans nécessairement utiliser de la ventilation mécanique, on est capable d'évacuer cette chaleur-là par le toit. Fait que ça crée un mouvement, en fait, qui entraîne de l'air frais puis de l'air froid à la base du système, qui est évacué par le haut de la salle, en fait. C'est vraiment impressionnant, toutes ces technologies-là. Vous êtes comme un laboratoire ici à l'ATU pour, justement, l'élaboration de ces technologies. Et en termes de salle de spectacle, vous avez une certification aussi par rapport à l'éco-responsabilité? Oui, alors en fait, il y a deux choses là-dedans. Quand le bâtiment a ouvert en 2004, on était le premier bâtiment certifié LEED Or au Québec, qui était à l'époque la plus haute certification. Je pense qu'il y a un niveau platine maintenant, mais on était les premiers à être Or en 2004. Également pour d'autres éléments qui sont intéressants. Par exemple, on a incorporé des éléments recyclés, des matériaux déjà usagés dans le bâtiment au moment où on le construisait neuf. Donc pour montrer qu'on pouvait fabriquer du neuf avec du réusagé. Donc ça, en fait, c'était les anciens plafonds des autotamponneuses de la Ronde qui sont là-haut. Puis les vieilles poutres en acier, vous voyez, il y en a 3, proviennent de Chopingus, les usines de train dans Rosemont. C'est juste une anecdote, là, mais c'est pour montrer que dans le fond, le bâtiment LEED Or, il relève, il y a la question énergétique, mais il y a d'autres questions qui sont impliquées dedans. On avait des toits verts, des ruches, etc. Et puis pour ce qui est de la certification, on est certifié SEN éco-responsable de niveau Or par le Conseil québécois des événements éco-responsables, mais qui recouvre en fait toute une série d'actions qui n'est pas uniquement liée aux questions énergétiques. Il y a évidemment notre bilan carbone et puis le fait qu'on essaie d'avoir un impact GES le plus minimal possible. Et c'est aussi toutes les questions d'organisation à l'interne, on a un comité de développement durable, une politique d'achat qui privilégie les achats locaux ou auprès de l'économie sociale. Ça va vraiment bien au-delà du mix énergétique, là, mais c'est toute une série d'actions qu'on met en place pour améliorer notre impact environnemental.